bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, oui, comme toujours, j'ai passé un excellent week-end. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait dans le vlog précédent, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite fortement à aller le voir. Sinon, au niveau de mes lectures, je voulais annoncer dans le vlog que je viens de clôturer à l'instant que j'étais en pleine lecture d'un nouveau roman. C'est Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel, qui est un roman policier historique où on suit Lucia, qui est une fille d'imprimeur, dont le papa s'est vu confier la tâche de reproduire, donc d'imprimer des reproductions d'une matrice gravée. Mais il en a décidé autrement. Il a décidé de copier cette matrice pour remettre à la personne qui lui a confié cette tâche un faux, parce que la gravure qu'on lui avait confiée, il s'avère qu'elle appartenait avant à son père, qui a mystérieusement disparu parce qu'il était à la recherche d'un manuscrit magique dont la gravure était la clé pour trouver son emplacement. Donc il confie la matrice originale à Lucia qui va la cacher dans leur maison, mais pendant ce temps on attaque le papa, des personnes, des hommes étrangers viennent l'attaquer, le kidnapper et mettre le feu à l'imprimerie. Donc Lucia n'a pas d'autre choix que de s'enfuir et d'essayer de résoudre elle-même ce mystère. Qui sont ces hommes? Pourquoi ont-ils enlevé leur père? Qu'est-il arrivé à son grand-père? Et pourquoi cette matrice est-elle sujette à ce genre de violence? Et surtout, est-ce que c'est vraiment la clé pour arriver à ce fameux recueil de magie, etc. Voilà, donc c'est un livre qui me hype de ouf en ce moment. J'avais vraiment besoin de ce genre de lecture. Je vous l'avais annoncé dans le précédent vlog, j'avais commencé un thriller. Mais je sais pas, j'étais pas dedans, c'était pas le genre de récit que j'avais envie de lire en ce moment, et donc j'ai sorti ce petit policier. Donc on reste quand même dans le genre policier, suspense, etc. Mais cette fois-ci historique, et à Venise en plus, qui est l'une de mes villes préférées au monde. J'adore Florence, j'adore Venise, j'adore Rome. Bref, les villes italiennes, c'est vraiment ma destination préférée. D'autant plus que je suis historienne de l'art spécialisée dans la Renaissance italienne, donc forcément ceci explique cela. Sinon, niveau marque-page, j'ai changé de lecture, donc bien évidemment j'ai changé de marque-page. Bon, sans grande surprise, j'ai encore une fois pris quelque chose qui collait parfaitement à ma lecture. J'avais hésité, parce que j'ai plusieurs marque-pages qui auraient pu aller avec ce roman. Mais j'ai choisi un petit peu le plus obvious, ou en tout cas vraiment celui qui était le plus raccord avec limite le titre. C'est tout simplement une vue du Palais des Doges et une partie de la place Saint-Marc à Venise. Donc ce marque-page je l'aime bien, mais je trouve ça un peu bête que le campanile il a été coupé. Bon, il est de l'autre côté. Surprise. Mais je trouve quand même que ça casse un petit peu la vue. Enfin soit, c'est quand même le palais ducal. Le Palazzo Ducale, qui est quand même le centre de ce marque-page. Donc voilà, donc une vue de Venise, vue de la lagune, donc sur le Palazzo Ducale, et une partie de la place Saint-Marc. Ici, attendez, page 60. Voilà, juste ici, où on peut remarquer ici le lion, le lion. J'ai bugué, j'avais, je sais pas, dragon en tête, mais pas du tout. Le lion ailé, donc symbole de Venise, juste ici sur la colonne. Donc voilà, un lion, Venise, les Lionnes de Venise. Ah, ça colle parfaitement, je suis trop contente. Donc voilà pour le petit point marque-page de ce vlog. Voilà, encore une fois, parfaitement en adéquation avec ma lecture, comme vous pouvez le voir. Et oui, et donc ici le fameux campanile, hein, qui est également très très connu. Et on retrouve ici donc la même colonne que de l'autre côté ici. Voilà pour le point marque-page. Donc page 60, je vais le remettre. Et comme vous le savez, si vous avez vu le précédent vlog, bien évidemment, le marque-page toujours centré. Voilà. Bon, sinon, à part faire des bêtises, je n'ai rien d'autre à vous dire en fait. Donc je vous ai fait ce petit update lecture. Donc bien évidemment, dans le courant de la semaine, je vous tiendrai informé de... Ah ben non, je suis bête, je vous ai pas dit ce que je pensais du livre. Je l'ai commencé donc dimanche, hier.
Je l'ai un petit peu avancé dans le bus aujourd'hui. Alors j'aime beaucoup, hein. C'est exactement comme je l'ai dit, la lecture qu'il me fallait en ce moment. Il y a du mystère, il y a de l'aventure, on est avec une héroïne, donc chez Mireille Calmel, c'est toujours des femmes fortes comme personnage principal. Donc là, on est avec une héroïne instruite, qui est vraiment déterminée, qui veut vraiment se battre, qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on a enlevé son père et qui veut voilà, savoir le pourquoi du comment, et donc qui est prête à tout faire et à mener sa propre enquête pour arriver donc aux réponses. Et voilà, donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit dans le précédent vlog, je sais très bien que dans les tomes 1 de Mireille Calmel, je vais toujours passer un excellent moment. C'est toujours dans les tomes 2 où je trouve que le rythme est différent, c'est beaucoup plus rapide, mais plus rapide, un petit peu bâclé je trouve, où on voit que, enfin en tout cas j'ai à chaque fois l'impression qu'elle essaye de clôturer assez rapidement sa saga en donnant un souffle nouveau à l'intrigue, mais un souffle beaucoup trop rapide, où beaucoup trop de questions sont restées en suspens, et à chaque fois je trouve que les fins sont très très vite déballées et un petit peu bâclées à la fin. Et au final, toutes les questions qu'on a pu avoir dans le premier tome et tout ce côté très haletant et intéressant s'essouffle un petit peu dans souvent les seconds tomes. Alors, je crois que celui-ci aussi est une duologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, les deux romans, enfin les deux sagas que j'ai déjà lues de Mireille Calmel, c'était des duologies. Donc j'ai lu La Louve Cathare et La Fille des Templiers. Et à chaque fois, j'ai ressenti exactement la même chose. J'étais hyper prise par le tome 1, je n'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner sur le tome 2 parce que en plus elle termine toujours, la coquine, ses livres par des cliffhangers. Donc voilà, on a juste envie d'enchaîner tout de suite avec le tome 2, et le tome 2 très prenant au tout début, et puis voilà, à mon goût en tout cas, un peu trop bâclé, un peu trop vite déballé, et même parfois les événements s'enchaînent parfois un peu trop facilement. Donc voilà, il y a toujours un sentiment mitigé, en tout cas pour ma part, dans les tomes de Mireille Calmel. Mais voilà, allez, on croise les doigts et on espère que cette fois-ci ce sera différent et que je serai vraiment happée de A à Z. Et si j'attends, c'est même pas une duologie, donc voilà. Je vous en reparlerai plus tard, j'irai vérifier mes sources sur internet. Mais en tout cas, comme d'habitude, je reviendrai par ici pour vous donner un update lecture ou mon avis final sur ce roman. En tout cas, moi, là, je vais aller manger. Et comme vous le savez, nous sommes lundi. Donc qui dit lundi dit pâté de baignade avec une routine skincare. Et comme vous le savez très bien, j'adore accompagner mes petits bains d'une lecture. Et donc je vais continuer ce livre-là ce soir pour vous faire sans doute jeudi un update lecture ou peut-être même un avis final parce que c'est un roman qui est quand même assez court. Il fait 350 pages je pense. Ah ouais, un peu moins, 340 pages. 343 pour être tout à fait exact, et je pense que voilà, si je le lis bien ce soir et que je le continue comme ça dans la semaine, c'est possible que jeudi je vous fasse mon avis final. En tout cas, bon, j'allais dire le suspense est à son comble, vous allez devoir attendre pour le savoir, mais pas du tout vu que ce sera le rush juste après. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Je viens d'aller vérifier et Les Lionnes de Venise, c'est bien une duologie, donc une saga en 2 tomes. Voilà, on a tout de suite la réponse, ainsi.
viens vous faire un petit update lecture ainsi qu'un petit book haul. Hier, je suis passée en librairie. C'était une assez grosse et longue journée de travail. Du coup, je suis allée en librairie sur ma pause de midi, mais j'ai rien acheté. Voilà, j'ai été assez raisonnable, assez sage et je m'étais dit que bon voilà, ma palle est quand même assez volumineuse et que ça ne sert forcément à rien de racheter des livres, autant la vider un petit peu et puis la renflouer petit à petit. Seulement, juste avant de partir à mon cours d'allemand, j'avais envie de me changer les idées. J'ai été me balader à Luxembourgville et sur le chemin pour aller au tram, pour aller à mon cours d'allemand, il y a la Fnac. Du coup, juste après le travail, je suis passée dans une deuxième librairie et clairement, faire 2 librairies en une seule journée, c'est pas la bonne stratégie si on veut rester raisonnable et ne pas acheter 2 bouquins. D'autant plus que je suis passée à la Fnac et à la Fnac, je sais qu'ils ont des BD d'une saga que j'apprécie tout particulièrement. À chaque fois que je vais à la Fnac, je vais voir s'ils n'ont pas les tomes qu'il me manque et je regarde toujours aussi l'état parce que la BD en question coûte quand même 9 € et j'ai pas envie que les coins soient abîmés, qu'il y ait des griffes, etc. Et là, comme par hasard, il y avait les 2 tomes qui me manquaient pour terminer ma saga. Et en plus, en bon état. Pas trop de griffes, pas de coins abîmés, pas de trucs arrachés et tout. Et donc du coup, je suis pas ressortie les mains vides de mon deuxième passage en librairie. Et j'ai pris 2 tomes de Putain de chat, le tome 11 et le tome 10. Donc les 2 derniers tomes de la saga. Je vous ai déjà parlé de Putain de chat dans un vlog précédent. C'était quand j'étais partie à... quand ma copine Sophie est venue, je pense, ici au Luxembourg. Donc c'est un des tout premiers vlogs. Peut-être le... Je sais plus. Bref, un des premiers vlogs. Je vous ai déjà parlé de Putain de chat. C'est une saga... avec un humour très très noir et cynique qui parle des aventures en fait d'un homme qui a des chats chez lui. Et donc on suit, à chaque fois ce sont des petites BD, voilà, comme ceci, qui se présentent comme ceci, souvent divisées en 4 cases. Et chaque page c'est un sketch. Bien évidemment, il y a un fil rouge tout au long de la saga et un fil rouge également dans chaque tome. Mais chaque sketch peut être lu séparément, il n'y a pas vraiment de continuité. Et je pense également dans les tomes, même s'il y a quand même une histoire transversale, ils peuvent se lire pas de manière chronologique. Donc si vous voulez lire une fois le tome 7 et puis passer au 5, puis passer au 10, puis au 11, voilà, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et j'adore. Donc j'ai acheté, donc j'ai dit le 10 pardon, et le 11. Et bien évidemment, j'ai déjà lu le 10e tome parce que ça faisait depuis le fameux vlog dans lequel je vous ai parlé pour la première fois de Putain de chat que je n'avais plus lu de Putain de chat. Et donc, ça me manquait quand même fortement. C'est vraiment des petites BD qui me plaisent énormément. Déjà, bon, il y a un chat. Vous savez, je pense que je n'ai plus besoin de répéter à quel point j'aime les chats. Mais aussi, j'aime beaucoup l'humour de cette BD. Donc, comme je l'ai dit, c'est un humour noir et cynique. Et moi, c'est totalement l'humour qui marche avec moi. C'est un humour parfois un peu bof, un peu vulgaire, mais c'est ce que j'aime. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et comme ça faisait longtemps que je n'en avais plus lu, j'avais fortement envie de me replonger dans un tome. Et je n'ai pas pu résister bien longtemps. J'avais un trajet de bus. Donc, j'ai commencé le tome 10 dans le bus et je l'ai terminé hier soir avant de dormir. Et j'ai passé un excellent moment. Je crois qu'ici, ce 10e tome, c'est un petit peu la conclusion de la saga. Je dirais, en fait, les 3 premiers tomes, ça raconte une partie de l'histoire. Et puis, à partir du tome 4 jusqu'au tome 10, je dirais que c'est une autre partie de l'histoire. Je ne vais pas vous expliquer plus avant pour ne pas vous spoiler, si vous désirez découvrir cette saga. Mais dans l'ensemble, Putain de chat, je dirais qu'il y a allez, je vais pas dire 2 histoires parce que c'est une seule et même histoire, mais on va dire 2 tranches de vie. Voilà, le tome 1 à 3, c'est une tranche de vie, et puis le tome, du coup, 4 à 10, c'est une seconde tranche de vie. Pardon. Et là, je pense que vu la fin du
de la BD. C'est une sorte de petite conclusion. Et je crois que dans le tome suivant, on ne va pas retrouver les mêmes personnages. Ouais, c'est ça. Ouais, en regardant vite fait comme ça, voilà. On ne retrouve pas les mêmes personnages dans ce 11e tome. Et donc, c'est la continuité de la saga, mais de manière un peu plus séparée. On va pas retrouver les... Voilà, comme je l'ai dit, les mêmes personnages. Donc, ces personnages, qui sont-ils? On retrouve toujours le propriétaire qui est ici, cet homme-là, qui est chauve. Et ses chats, donc... on retrouve, il y a Moustique, il y a Mistigris, il y a Nacho et il y a Grisby. Non, pas Mistigris. Mistigris, c'est un chat de gouttière. C'est lui, je pense, Mistigris. Non, qu'est-ce que je te raconte? Ici, là. Mistigris, qui est un chat de gouttière. Mais lui, donc ses chats, c'est Moustique, Cléo, Nacho et Grisby. Voilà. Et puis, bien évidemment, comme c'est des chats qui vont à l'extérieur, bah, ils rencontrent de temps en temps des chats des rues. Comme notamment, je l'ai dit, voilà, ce châssis et d'autres. Bref, donc voilà pour ma petite lecture entre deux, donc Putain de chat qui est vraiment une saga que j'aime vraiment beaucoup. C'est drôle, c'est un peu émouvant parfois. J'aime beaucoup les dessins aussi, c'est des dessins qui sont assez simples. C'est juste, voilà, des traits, c'est assez simple, c'est tout rond, c'est tout mignon. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment, c'est une de mes sagas BD coup de cœur là, des dernières années. Et donc, je vous recommande fortement, fortement. Si vous aimez, bien évidemment, cet humour, hein, un humour noir, cynique et un peu vulgaire de temps en temps. Mais voilà. Donc, voilà pour ma lecture entre deux. Sinon, je suis toujours dans ma lecture du Mireille Calmel, donc Les Lionnes de Venise, le tome 1. Je pensais le terminer... au moins pour aujourd'hui ou aujourd'hui. Mais malheureusement, cette semaine a été un petit peu particulière et je n'ai pas vraiment pris de temps pour lire. Ça me saoule un peu. J'avoue que c'est le genre de semaine que je déteste où en fait, pour l'instant, je fais que métro, boulot, dodo. Et bien évidemment, je lis dans le bus, hein, mais je lis pas assez pour satisfaire ma soif de lecture cette semaine. J'avoue que je suis pas très fan des semaines comme ça là, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Écoutez, et puis il faut bien se nourrir, il faut bien aller travailler, gagner de l'argent pour payer les croquettes du chat, notamment, de mon putain de chat. Et en plus, ce qui est hyper drôle, petite anecdote, bon, parenthèse, on s'en fout, hein. Enfin, vous, surtout, moi, moins. À chaque fois que je lis une BD putain de chat, Yumi fait une putain de bêtise. C'est abusé. Franchement, la dernière fois, c'était... Donc, je lisais le tome 9 et je pense qu'il avait pissé sur ma carpette de douche. Et là, hier, j'ai lu le tome 10 et il a de nouveau pissé dans notre lit, sur notre couette, avec des plumes d'oie qui ne passent pas à la machine. Super. Franchement, on adore aller nettoyer la couette à la main et puis la sécher au sèche-cheveux. C'est vraiment une passion. Là, c'est mon mari qui s'est très gentiment occupé de faire tout cela hier soir parce que j'étais claquée de ma journée. Et c'est à chaque fois que je lis une BD putain de chat. Honnêtement, c'est coïncidence vraiment incroyable, mais ouais, bref. Parenthèse fermée, revenons à nos lionnes. Alors, j'ai quand même pas mal avancé. Je pense que j'ai lu la moitié. Je suis à la page 179 sur 343. Ouais, plus ou moins 343. Oui, 343. Donc je suis... Oui, j'ai dépassé de quelques pages la moitié. J'aime beaucoup. C'est exactement la lecture dont j'avais besoin en ce moment. Donc je suis ravie d'avoir sorti ce livre à cet instant. Je trouve que c'est... Alors, je vais pas dire haletant, parce que... Comment dire? C'est prenant, plus qu'haletant. Il n'y a pas vraiment ce côté très addictif, très qui prend aux tripes, où il y a beaucoup de suspense, etc. Mais c'est vraiment prenant. Donc, on est à Venise, on suit Lucia, qui... voilà, il lui arrive des choses. Je vous ai fait le résumé dans le rush précédent, donc je ne vais pas y revenir. Alors, chez Mireille Calmel, en fait, ce genre de roman, c'est toujours un peu idéalisé, j'ai envie de dire. On est à chaque fois avec une héroïne qui est, dans mes souvenirs en tout cas, des
deux précédents duologies que j'ai lus, c'est à chaque fois des filles du peuple, qui sont quand même, malgré que ce soit des filles du peuple, éduquées, elles savent bien se tenir, elles savent bien parler, elles savent compter, elles savent éventuellement parler plusieurs langues, elles savent éventuellement se battre, enfin bref, c'est des filles du peuple, mais qui ont quand même pas mal de qualités. C'est des filles du peuple qui sont naïves, qui sont innocentes, qui sont blabla. En fait, tout est rose, tout est bien, tout est... voilà, on est un peu dans le monde des bisounours au niveau des personnages. Bien évidemment, les événements qui leur arrivent, on est loin d'être dans le monde des bisounours, hein, du coup, parce que dans certains, on tue les parents, dans d'autres, ici, son père a été enlevé, donc voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu niveau personnage. Par exemple, on va avoir un personnage masculin principal qui a des valeurs, il va dormir avec la fille, mais il va pas avoir envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, il va rester droit, il va rester poli, il va rester ceci, il va rester cela. Elle, il leur arrive jamais rien de... comme il pourrait arriver à une femme quand elle est faite prisonnière par des hommes à cette époque. Bien évidemment, elle tombe toujours sur des méchantes personnes, mais quand même assez chevalier servant. Ou alors, s'il leur arrive quelque chose, c'est bien évidemment in extremis qu'elles se font sauver de la tuerie, de peu importe. Voilà, donc c'est toujours un peu rose bonbon, mais ça a ce côté quand même, moi j'aime bien quoi. C'est un peu comme dans par exemple les Bridgerton, on est le 13 juin d'ailleurs, il y a la partie 2 de la saison 3 qui sort, j'ai trop hâte, je vais me binge-watcher ça dimanche. J'en suis sûre et certaine, j'ai envie de lire, mais me connaissant, je sais que je vais passer toute la journée sur mon canapé à regarder ça. Bref, mais c'est comme dans les Bridgerton, vous voyez, c'est aussi convenu, les personnages, enfin, quand on regarde Anthony, quand on regarde le duc, alors on sait qu'ils ont fait des choses avant, qu'ils sont pas purs et innocents, mais ils sont quand même très gentleman, très respectueux, tout est bien qui finit bien, tout se passe bien, tout est... Voilà, c'est beau, c'est mignon, on aimerait bien vivre dans ce monde-là, en réalité, hein, où il n'y a pas de soucis, ou voilà, où... Et voilà, c'est un peu le même sentiment ici que je ressens dans Mireille Calmel, mais... c'est pas grave. Je vais dire, on sait qu'on est dans un roman, on sait que c'est pas nécessairement réaliste, mais ça fait le taf, c'est divertissant. Et moi, j'avoue, je n'en tiens pas du tout rigueur. Ce serait dans un thriller, je serais plutôt genre en train de râler et de critiquer. Mais là, dans ce genre de livre, moi, ça me dérange pas. Et c'est justement pour ça que je sors ce genre de livre. C'est tous ces aspects très chevaleresques, respectueux... monde des bisounours entre guillemets qui me plaît énormément. Voilà, donc pour ma lecture en cours, là ce soir on n'a rien de prévu, je pense qu'on va regarder un épisode de La vérité sur l'affaire Harry Kéber avec mon mari. Depuis que j'ai terminé le livre, j'avais fortement envie de regarder la série. Elle est donc divisée en 10 épisodes. Et ma foi, je dois bien avouer que c'est une excellente adaptation. On est à l'épisode 5, il me semble. On a regardé les 5 premiers épisodes, donc on est à la moitié. Et je trouve que ça colle vraiment bien au livre. Il y a même parfois des dialogues qui sont exactement les mêmes que dans le livre. Enfin, vraiment, c'est une très très bonne adaptation. Et sachant ce qui arrive à la fin du livre, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Parce que moi, je sais ce qui se passe, donc je remarque les petits détails. Mais mon mari, qui n'a pas lu le livre et qui ne connaît pas l'histoire, ne remarque pas tous les petits détails que je remarque. Et à chaque fois, je lui pose des questions en lui disant « Tiens, tu penses quoi, nanani à ton avis, ça va se passer comment? Quelles sont tes idées du coupable? Tu penses... Il s'est passé quoi, ce fameux 31 août, je pense, au moment où Nola Kellergan a disparu. Et j'aime bien l'écouter, en fait, me donner cette théorie, parce que moi, je sais, et j'ai déjà décelé les indices de un petit peu retournement de situation finale, mais pas lui. Et c'est vraiment hyper drôle, en fait, de voir avec ses yeux innocents, j'ai envie de dire, comment il voit la série, et moi avec mes yeux d'experte, c'est complètement une autre lecture. Mais en tout cas, c'est une excellente adaptation, et donc si vous n'avez pas vu la série La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je vous la recommande fortement, vraiment. Top. Je viendrai peut-être vous refaire un point quand elle sera terminée, parce que là j'ai bien aimé les 5 premiers épisodes, peut-être que les 5 derniers ce sera du caca, je ne sais pas, j'espère pas, vu comment c'est parti, je ne crois pas que ça va décliner en qualité. Mais en tout cas, voilà, une belle surprise. Et donc là, on va aller manger, regarder notre petite série. Et puis ensuite, je vais me mettre dans mon lit et continuer ma lecture des Lionnes de Venise. Du coup, c'est là-dessus que je vous dis
À plus tard. Hello, on se retrouve, on est samedi et je viens pour vous faire un petit update lecture ainsi qu'un petit book haul. Un petit book haul parce que aujourd'hui c'était journée book club avec mes copines Sophie et Stéphanie que vous avez déjà rencontrées dans l'un de mes vlogs que je vous mets juste ici. C'était vraiment trop bien, c'était une journée à chaque fois où on a beaucoup ri, où on a beaucoup parlé de livres, on a été brunché, c'était vraiment très très bon. On a également pris un petit dessert avec bien évidemment un matcha latte, c'était vraiment cool. Et après tout ça, nous sommes bien évidemment allés en librairie pour clôturer cette journée. Et bien que j'ai la résolution de faire baisser ma palle et d'arrêter d'acheter des bouquins, forcément, quand je vais en librairie avec mes copines de book club, je suis un petit peu influencée et j'ai fait quelques petits achats. J'ai été assez raisonnable, j'ai acheté 2 livres que je vais vous présenter juste après. Mais d'abord, je vais vous faire un petit update lecture parce que hier, j'ai terminé ma lecture du premier tome des Lionnes de Venise de Mireille Calmel. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis vraiment contente de l'avoir sortie à ce moment de ma vie de lectrice parce que c'était la lecture, le type de lecture dont j'avais vraiment besoin en ce moment. C'était vraiment la lecture idéale. C'était un roman d'aventure avec une pointe de romance, beaucoup de mystère et bien évidemment ce tome 1, comme à chaque fois chez Mireille Calmel, se clôture par un cliffhanger qui nous donne qu'une seule envie, c'est de continuer le tome 2, mais je ne l'ai pas, je l'ai commandé, cela dit. Donc je vais le recevoir sans doute courant de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Et je crois que je vais très vite enchaîner sur le tome 2 parce que j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Lucia qui s'est dépêtrée un petit peu de la situation dans laquelle elle était. Elle est montée sur un bateau et puis il s'est passé quelque chose. Et j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir la suite de ça. Donc, sinon, mon avis final par rapport à ce livre, j'ai bien aimé. Avec Mireille Calmel, c'est vraiment toujours agréable. Je trouve que dans ces livres, on apprend toujours quelque chose également sur l'histoire. Donc bien évidemment, il y a toujours une touche de soupçon un peu ésotérique / magique. Donc vraiment quelque chose qui est en dehors de la réalité. Mais c'est toujours ancré dans un espace-temps et on apprend toujours énormément de choses sur cet espace-temps. Avec la Louve Cathare, par exemple, c'était l'histoire des Cathares. Avec la Fille des Templiers, c'était l'histoire des Templiers et également un petit peu l'histoire des rois maudits. Ici, nous sommes à Venise au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, XVIIe siècle. Donc, on apprend un petit peu... comment fonctionne la politique à Venise à cette époque, comment fonctionne également la ville, avec tous ces petits riz qui parcourent la ville de Venise, avec ces personnes qui utilisent principalement les bateaux et les gondoles pour se déplacer. Ça change du cheval dans la Louve Cathare et dans la Fille des Templiers. C'était vraiment donc une lecture intéressante parce que je trouve que c'est toujours bien contextualisé. On apprend quand même quelque chose. En plus, Mireille Calmel, il me semble que c'était pareil dans La Fille des Templiers et dans La Louve Cathare, mais ici, elle parle de personnages qui ont réellement existé, donc je trouve que c'est bien de nommer cette personne, de la replacer un petit peu dans l'histoire, et ça donne aussi envie de connaître plus cette personne et d'aller se renseigner sur elle. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Sinon, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est toujours bien rythmé, il y a pas mal de mystères. Toujours dans cet tome 1, le mystère est toujours entier. On a quelques petites clés de réponse, ou en tout cas des éléments de réponse, mais on n'a pas l'information finale sur la situation. Donc, je trouve que c'est pas mal de nous tenir ainsi en haleine.
de cette façon. Au niveau des personnages, je les trouve bien travaillés. Comme je l'ai déjà dit dans un précédent rush, les personnages sont quand même toujours un petit peu idéalisés. Et de temps en temps, ils sont dans des situations où on se dit c'est pas possible. Enfin, vraiment, dans ce livre-là, j'ai levé 2 fois les yeux au ciel. Une fois où, clairement, c'était... mais bon, je vais peut-être vous spoiler un peu, donc si vous ne voulez pas être spoilé, passez un petit peu plus tard. Mais par exemple, on a 2 personnages, ils sautent dans l'eau. Un personnage retient super bien sa respiration et ça ne le dérange pas de rester un très longtemps sous l'eau. En revanche, la deuxième personne galère un peu plus. Et pour lui éviter de remonter à la surface, il lui donne de l'air par la bouche. Non, déjà, non. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a parfois des petites scènes olé olé et... je suis désolée, mais la fille n'a jamais eu de relation avant, c'est sa première fois, et elle se fait déglinguer sur une table, elle a pas mal et elle jouit. Non, non, on n'est pas dans les Bridgerton là. Enfin bref, il y a ce genre de petites situations un petit peu... voilà, où je trouve pas ça très très crédible, mais bon... Dans ce genre de roman, moi personnellement, ça me dérange pas. Je suis pas dans ce livre pour la crédibilité. Je suis là dans son livre pour... Je lis ce livre pour son univers, pour toute le mystère et la magie qui se déroule tout autour, et pas pour la crédibilité des faits. Donc voilà, ça me fait lever les yeux au ciel. Mais voilà, c'est pas la chose qui me dérange plus que cela. Juste, ouais, bon voilà, c'est juste comme je l'ai déjà dit dans un vlog, c'est le petit cheveu blanc dans une chevelure brune qui attire mon regard et qui me gêne un petit peu sans pour autant être gravissime. Donc voilà par rapport à ce livre, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, j'ai vraiment passé il y a des pigeons dans l'herbe à côté, ils font des trucs assez chelous, c'est assez drôle à voir. Ah non, c'est pas des pigeons, pardon, c'est des tourterelles, excusez-moi. Mais ils font de ces culbutes. Bref, on s'en fout. Ouais, non, c'était une bonne lecture. Je trouve que la plume est très agréable, très fluide, très intéressante, toujours ponctuée de vocabulaire de l'époque. Ça, je trouve que c'est vraiment très immersif. Les descriptions sont très bien faites. Ça nous immerge vraiment bien dans le Venise du XVIIe siècle. L'histoire, je la trouve prenante. Elle est bourrée de mystères. C'est agréable, c'est vraiment sympathique. Toujours original, je trouve, les mystères qu'elle met dans ses intrigues. Et voilà, c'était vraiment une très bonne lecture et ça me donne envie de lire le tome 2, donc ça fait totalement le taf. Et j'espère juste, comme je l'ai déjà dit dans un précédent rush, ne pas être déçue cette fois-ci par la partie 2. J'espère que ça va garder ce côté toujours haletant, tout en ne se précipitant pas trop et en ne dévoilant pas trop à la hâte les mystères, ou en tout cas essayer de vraiment aller jusqu'au bout des choses, des pensées, des mystères et de son espèce de magie, enfin en tout cas l'univers qu'elle a créé autour de cette histoire et de ses personnages. Voilà donc pour ma lecture terminée. Je n'ai pas repris de livre, alors j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, mais je ne l'ai pas encore commencé. Je vais lire, cette fois-ci c'est sur ma Kindle. Donc je vais lire un livre de R.J. Ellory. J'essaye de lire à l'envers, mais non, je n'y parviens pas. C'est Au nord de la frontière, voilà, qui est le dernier livre de l'auteur sorti en grand format chez Sonatine. Et je le lis dans le cadre d'un comité lecture pour un festival littéraire qui se déroulera à Étanges-Grande dans le nord de la France, donc juste au-dessus de Metz. Le 7 et le 8 septembre prochain, et j'ai été contactée pour faire partie du coup du comité de lecture. Nous avons dû sélectionner parmi une grande liste de livres 5 romans qui vont concourir pour le prix du Festival Étrange Grande, c'est son nom, Festival Étrange Grande. Et du coup, Monsieur Ellory est l'un des candidats pour ce prix. Et c'est donc la première lecture que je fais dans le cadre de ce comité lecture. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette expérience. C'est la première fois que je fais partie d'un jury, en tout cas pour un salon littéraire. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, le salon littéraire n'accueille pas que des romans, que des auteurs de romans policiers. Il y a également des auteurs de fantasy fantastique,
de romans jeunesse et d'autres, voilà, il y a d'autres comités lecture. Moi, je fais partie bien évidemment du comité lecture pour les policiers et polars. Vous savez, c'est mon genre préféré. Et donc, je vais commencer ce livre pour pouvoir ensuite lire les autres candidats et voter pour le livre qui m'aura le plus convaincu. Parmi les invités, il y aura alors Pierre Pével, il me semble. Au niveau polar, il y aura Marlène Charine, Céline Dangean, Sonia Liu, alors je sais jamais comment prononcer son nom, mais en tout cas c'est une youtubeuse qui fait pas mal de vidéos sur des true crime et affaires, affaires sanglantes, terrifiantes, avec beaucoup de meurtres, d'enlèvements, d'assassinats, voilà, tout ce qu'on aime. Et il y aura qui d'autre encore? Il y aura Sophie Loubière, il me semble. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir leur site internet, je vous mettrai le lien dans ma description, enfin en dessous quoi, de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir les auteurs qui seront présents. Et voilà, donc en tout cas, sachez déjà que l'un des candidats pour le prix est Monsieur Ellory, ou Roger, comme on l'appelle avec mes copines de book club. Donc voilà pour ma prochaine lecture. J'ai hâte, j'avoue, de le lire parce que j'avais déjà lu un livre de Monsieur Ellory il y a quelques temps. Ah, ça remonte hein, quand même maintenant. J'étais encore en études à Paris, donc c'était en 2017 ou 2018. J'avais lu Seul le silence. Et j'avoue ne pas avoir été très convaincue par ce livre. Je l'avais trouvé un petit peu trop... pas trop crédible en fait. Voilà, au niveau de l'histoire, alors c'était intéressant, ça se passait dans les États-Unis, on suivait un garçon, puis ensuite il est devenu adolescent, adulte, etc. On l'a suivi comme ça sur plusieurs années. Mais je me souviens que, je sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais très bien que j'avais trouvé que le récit était un peu trop tiré par les cheveux et j'avais pas été 100% convaincue. Désolée, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je suis quand même une personne qui aime bien lire d'autres livres d'un auteur avant de me faire un avis final, de me dire que voilà, ce qu'il propose ne me plaît pas. Donc ici, ce sera le dernier livre de Monsieur Ellory que je vais lire. Et j'en ai encore 3 autres qui m'attendent dans ma palle. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Sinon, je suis un petit peu... voilà, j'ai encore 3 livres de lui à lire, quoi. Mais je suis persuadée que là, ça ira mieux. Enfin, voilà, je me dis... j'en ai eu quand même des assez bons retours de ce livre-là, donc voilà. Et les autres que j'ai dans ma palle, ce sont des livres qui ont été également très bien reçus par la critique, donc voilà. Et puis au pire, c'est comme ça, hein. Sinon, au niveau de mes petits achats, je suis passée donc en librairie, je vous l'ai dit, et j'ai acheté 2 livres. Le premier, c'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, je sais pas comment ça se prononce. Ça, c'est un livre que Sophie, donc ma copine de book club, m'a recommandé parce qu'elle l'a lu il y a quelques années. Elle avait bien aimé le commissaire ou le commandant, ou je ne sais plus, en tout cas le personnage principal, le commissaire Adamsberg. Elle l'avait bien aimé, elle l'avait trouvé assez bizarre, un peu chelou, mais elle avait bien accroché. Et ses livres sont vraiment tout petits, donc je me suis dit, bon, allez... En tout cas, celui-là, il est assez petit, donc je me suis dit, bon, ça fait plusieurs fois qu'elle m'en parle, elle avait bien aimé, elle me les a fortement recommandés, donc du coup, pourquoi pas. Il fait 220 pages, donc c'est un livre qui va se lire assez vite. Et là où Sophie m'a fortement convaincue de me lancer dans les livres de Fred Vargas, c'est parce qu'à chaque fois, apparemment, on apprend quelque chose. Il y a une thématique et il va développer cette thématique. Par exemple, elle m'a cité, alors je sais plus quel livre, mais dans celui-là, on apprend la véritable histoire derrière le mythe de Dracula. Et je trouve qu'à chaque fois, avoir une thématique abordée et vraiment... l'exploiter de manière certes succincte, mais quand même assez pour que le lecteur puisse avoir les informations essentielles de base par rapport à cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est là où elle m'a vraiment convaincue de lire ces livres-là. Au début, je m'étais dit, je vais peut-être les écouter en audio, voilà, sur Audible, mais quand j'ai vu la taille de ce livre, je me suis dit, bon, allez, c'est assez petit, ça va être lu en 2 jours, quoi. Donc 2-3 jours maximum, donc voilà. Je l'embarque avec moi.
Et alors, le deuxième livre que j'ai acheté, là encore une fois, c'est mes copines de book club qui m'ont fortement influencée et encore une fois, fortement Sophie qui m'a dit que c'était son livre préféré de l'auteur. Attention, j'ai pris un Joël Dicker, donc le livre des Baltimore, qui est la suite de entre guillemets, la suite de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc on retrouve dans ce roman Marcus Goldman, qui est le personnage principal de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui va cette fois-ci se pencher sur un cas de sa famille, en fait. Donc, il y avait deux familles Goldman, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Les Goldman de Montclair, donc c'est la famille de Marcus. Et les Goldman de Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore. Donc à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Et puis il y a eu un drame. Et je suppose que tout va se dénouer et que Marcus va enquêter sur ce drame pour faire j'allais dire pour faire l'affaire, non, pour faire comment on dit? Pour faire la lumière, voilà, sur l'affaire du coup des Baltimore. Voilà, donc le livre des Baltimore qui est le coup de cœur par rapport à tous les livres que Joël Dicker a écrit, le coup de cœur de Sophie. Il est beaucoup plus court que Harry Kéber, il fait 500 pages, 500 et des 590 pages, donc presque 600 pages, donc 200 pages plus court que la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ma foi, étant donné que j'avais énormément aimé le personnage de Marcus Goldman, j'ai fortement hâte de le retrouver ici. Et donc je pense que, encore une fois, c'est un livre qui ne va pas beaucoup traîner dans ma palle. Parce que voilà, j'avais vraiment bien aimé le personnage de Marcus. Et j'avais adoré la plume de Joël Dicker. Comme je vous l'ai dit dans mes précédents vlogs, je ne m'attendais pas à ce que sa plume soit aussi humoristique. J'ai vraiment aimé comment il traite ses personnages, les dialogues et les relations qu'ils ont entre eux. Et je me dis, si c'est exactement la même chose dans ce livre-là, je sais très bien que je vais aimer. Et puis si c'est également la même manière de maintenir le lecteur en haleine et de gérer le suspense que dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, je pense que je vais vraiment prendre plaisir à lire ce livre-ci. Et voilà pour mon petit update lecture et mon petit book haul. Moi, je vais vous quitter là-dessus et je vous retrouverai demain ou peut-être lundi, pour clôturer du coup cette 13e semaine de vlog. Je vous dis donc à plus tard. Bonjour à tous, c'est avec Yumi qu'on se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette 13e semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin. Et encore une fois, je clôture le vlog un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, n'est-ce pas mon petit cœur? Tu veux partir? Bah oui. Oh. Mais tu restes quand même. Ah non, il s'en va. Bon, au moins, il est resté quoi? 20 secondes? Bon, c'est déjà pas mal, c'est un petit record là. Allez, dans quelques semaines, Yumi va faire les updates lecture et les book hauls avec moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens conclure cette 13e semaine de vlog. Je n'ai pas beaucoup lu ce week-end. Comme je vous l'avais dit, samedi, c'était ma journée book club avec mes copines Stéphanie et Sophie. Donc j'ai passé toute la journée avec elles. Soit dit en passant, j'ai remarqué que j'avais oublié de vous lire les résumés de mes deux achats de samedi. Je vous ai vite fait expliquer pour le livre des Baltimore, donc je ne vais pas lire en détail le 4e de couverture. Mais en revanche, je ne vous ai pas du tout expliqué de quoi parlait ce livre-là. Donc je vais lire tout de suite le 4e de couverture. Donc, Fred Vargas, l'homme au cercle bleu. Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors? Depuis 4 mois, cette phrase accompagne des cercles bleus tracés à la craie, durant la nuit, sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles, comme prisonniers, des objets perdus. Trombones, bougies, pattes de pigeon. Le phénomène fait les délices des journalistes et de quelques psychiatres qui théorisent un maniaque, un joueur. Le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sointent la cruauté. Il le sait, il le sent. Bientôt, l'anodin saugrenu deviendra tragédie. Ouais, alors ce 4e de couverture me tente fort. Ça a l'air intriguant, ça m'intrigue vraiment beaucoup, vraiment. Je pense qu'il va vraiment pas tarder à sortir de ma palle celui-là parce que... Ouais. Bon 4e de couverture, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi j'adore ça, ouais, comme je l'ai dit, intriguant.
Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Pourquoi a-t-on tracé ces cercles bleus? Pourquoi avons mis trombone, bougie et pattes de pigeon à l'intérieur de ces cercles? Et surtout, j'ai hâte de faire connaissance avec le commissaire Adamsberg qui apparemment est assez spécial. J'ai hâte de découvrir ça. Bon, du coup, ça c'était samedi, donc je vous l'ai dit, j'avais ma journée book club avec mes copines. Et dimanche, je vous l'avais annoncé dans un rush précédent et j'ai donc binge-watché la deuxième partie de la saison 3 des Bridgerton. Voilà, j'ai passé tout mon dimanche à faire ça. Je dois bien avouer que j'ai pas été à 100% convaincue par cette deuxième partie. Je l'ai trouvée un peu trop niaise, un peu trop dégoulinante de bons sentiments. Je trouvais que la première partie, il y avait beaucoup plus de drama, il y avait beaucoup plus de mystère autour des personnages, de leurs relations, etc. La deuxième partie, je trouvais que c'était un peu plus fade. Et également, je trouvais qu'il y avait certaines incohérences dans ce qui se passe, notamment avec Cressida tout à la fin par rapport à Lady Whistledown. J'ai trouvé ça pas trop crédible comment voilà, elle parvient à percer le secret de Lady Whistledown. Je trouve que, par rapport à la série, sachant que la reine propose une récompense, sachant que tout le monde essaye de savoir qui est Lady Whistledown, comme par hasard, lui, il a les informations, il l'a jamais dit avant. Bref, d'autant plus que c'est un petit imprimeur, sans doute pas très très riche, et la reine offre quand même une récompense assez conséquente. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai trouvé un peu pas trop crédibles, ou en tout cas, je trouvais que c'était un peu brouillon. Les relations entre les personnages, j'étais assez déçue qu'on mette fortement de côté Pénélope et Colin pour mettre également en avant la romance de Francesca avec Sir Kilmartin. Ce qui en soi n'est pas mal parce qu'au moins ça amorce la suite. Mais je trouvais que voilà, c'était vraiment la saison de Pénélope et de Colin et j'avais vraiment envie d'être focus sur eux. Et du coup, lui, quand il apprend que Pénélope est Lady Whistledown, désolée, oui, si je vous ai spoilé, mais bon, je pense, en tout cas j'espère que vous êtes à jour là-dessus d'un point de vue soit au niveau de la série, soit au niveau des livres, mais en tout cas, voilà, maintenant vous savez l'identité de cette commère. Voilà, je sais pas, j'aurais bien aimé être un peu plus dans leur relation, ressentir un peu plus la tension entre eux et que ce soit vraiment beaucoup plus développé. Également, la fin m'a un chouïa déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une romance LGBTQI+, dans les Bridgerton, mais je m'attendais pas à ce type de roman, en tout cas à ce développement avec ce personnage. Ceux qui ont vu la série et qui ont lu les livres savent de quoi je parle, mais en tout cas je m'attendais à ce que ce genre de romance tourne autour d'un autre personnage. Donc voilà, c'est vraiment une deuxième partie de saison assez mitigée. Clairement, moi je trouve que la saison 3 est en dessous des deux autres, ça il n'y a rien à dire. Pour moi c'est la saison 2 ma préférée parce qu'elle tourne autour d'Anthony. Et je trouvais que vraiment la saison 2 était... elle était super bien, il y avait du drama de partout, les personnages étaient tout le temps vénères, c'était vraiment sympathique à suivre je trouvais. La saison 1 est également parfaite, hein. Enfin, parfaite, peut-être pas, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, elle était vraiment très très bien. Et là, la saison 3 est clairement en dessous des deux autres saisons. Et en plus, voilà, la partie 2 n'était pas terrible, comme je l'ai dit, trop niaise, dégoulinante de bons sentiments et parfois pas très crédible, sur certains points. Voilà, sinon on a terminé également la série La vérité sur l'affaire Harry Kéber avec mon mari et ma foi, je reste sur ce que j'ai dit, je pense que c'était dans le vlog précédent, c'est une excellente adaptation, vraiment, j'ai lu le livre il y a peu, et donc toute l'histoire était encore assez fraîche dans ma tête et je trouve que c'est vraiment une très bonne adaptation, c'est très fidèle au livre. Je trouve que également certains éléments un peu plus mystérieux, comment ils les ont mis en scène pour pas, voilà, parce que c'est plus facile de divulguer certaines choses dans un roman que à l'écran. Je trouve que c'était très réussi. En tout cas, sur certains points, mon mari a complètement été, je vais pas dire bluffé, mais en tout cas, il ne s'attendait pas à certains éléments. En revanche, il avait deviné, tout comme moi, l'identité du coupable. Il n'avait pas les bons motifs, tout comme moi, mais en tout cas, il avait trouvé l'identité du coupable, donc... voilà, c'est que c'est quand même bien fait et
si on est vraiment un spectateur attentif, on arrive quand même à mettre les choses bout à bout. Après, c'est vrai, on en discutait avec mon mari hier. Au final, la fin de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, on va dire que le dénouement est surprenant, mais l'identité du coupable et le pourquoi il a tué Nola Kellergan, c'est un petit peu... Ça répond pas aux attentes qu'on a depuis le début du livre / depuis le début de la série. Voilà, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un énorme truc autour de ce meurtre et au final, on va pas dire que c'est un meurtre banal, mais voilà, c'est un peu... Voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, on a tous les deux trouvé que c'était une excellente série. En tout cas, mon mari l'a beaucoup aimé, il a beaucoup aimé cette histoire. Je trouve également que les acteurs ont très bien été choisis et je trouve qu'ils jouent également bien leur rôle. On retrouve aussi, bien que les personnages de la maman de Marcus Goldman et comment elle s'appelle, et la Tamara Quinn sont un peu moins présents que dans le livre, on retrouve quand même ces dialogues entre personnages teintés d'humour. La relation entre le flic et Marcus, elle est exceptionnelle, je l'avais déjà adorée dans le livre et je trouve que dans la série, c'est également très bien retranscrit. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous avez bien aimé le livre, je vous invite bien évidemment à aller voir cette série. Et si vous êtes tout simplement curieux, je vous invite également à aller la voir. On passe un très bon moment. 10 épisodes de 40 minutes, 1 heure, mais le temps passe très vite. Et voilà, c'est sur ce petit point cinématographique que je clôture ce 13e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite comme toujours de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!